Bonjour les amis, petite revue de presse, on va faire quelques points, on va peut-être pas tous les aborder là, mais je vous en ferai une deuxième dans la semaine. Et promis, cette vidéo de radar, elle va être posée, c'est juste que le montage prend du temps. Voilà, je peux la poser si vous voulez là, sans le montage, hein. Il y aura juste mon logo, je te montre un peu le logo, il y aura mon logo, il y aura du texte, mais j'ai envie de te présenter les montages. Voilà, après vous me dites si vous la voulez là, moi ça me dérange pas, hein, ça me fera des heures en moins, mais je préfère la monter un petit peu, ou alors la monter à minima, bref. Je vais aujourd'hui vous faire une petite revue de presse. Je vais m'inspirer donc, enfin je vais m'appuyer sur différents sites. Nous avons OPEX, site OTAN, ER, site droite française patriote, Southfront, site factuel, parce qu'on prend que les faits. Qu'est-ce que je pourrais te sortir d'autre? RT, oui oui RT. Tu le vois pas là, je ne sais pas comment on fait pour le mettre, mais on va aussi se servir d'RT. Et puis après, on va voir en fonction du temps. La première chose, le premier thème de cette revue de presse, ben, c'est cette fameuse affaire Griveaux, Pavlansky. Maintenant, il y a Branco. Demain, tu vas voir qu'il y aura Dalida. Il y a un article qui est très intéressant à étudier sur ER. Donc, ER, c'est bien dans le sens où il y a beaucoup d'informations. Voilà. Je te dis pas c'est bien, j'aime pas, etc. Je parle on n'est pas dans le bien mal là. Je te dis juste que R, c'est un excellent site pour les informations. Peu importe que tu aimes bien Alain Soral ou pas, que tu adhères à ses idées ou pas, il y a quand même beaucoup d'informations. Et c'est un site qui est beaucoup plus, on va dire, beaucoup mieux que Libération ou autre. Où là, enfin bon, je préfère m'abstenir de juger un petit peu la presse française. Je préfère aller sur ER. C'est marrant quand même, au nouvel an de Juan Branco, les coups de couteau de Piotr Pavlansky. Alors déjà, c'est un petit milieu, hein, ils se retrouvent tous, hein, apparemment, mais ça c'est normal, c'est Paris, c'est un petit milieu, c'est un microcosme, il n'y a pas de complot. Non, ce qui est marrant, c'est que, je te la fais vite fait, Juan Branco, il fait une fête chez une copine Rupine. Ouais, ouais, c'est dans le 6e arrondissement à Paris, donc là, franchement, les gens n'ont pas de soucis de fin de mois. Il invite ses copains d'extrême gauche qui font des fêtes, qui font des réveillons de fous dans l'extrême gauche, hein. Réveillon de fous dans le 6e, hein. En fait, c'est des petits bourges qui font les rebelles, quoi. Voilà. Ils invitent Pavlansky et sa copine du moment, parce que bon, ben, Pavlansky, c'est un queutard, c'est tout sauf. Mais c'est quelqu'un qui psychologiquement est dangereux. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ça picole, et puis à un moment donné, Pavlansky, qui a le sang chaud, ben, se chauffe avec un type, l'agresse, où ils s'agressent mutuellement. Pavlansky se retrouve dans une bagarre. À la russe, il y va, hein, il prend un couteau, il met des coups de couteau. Il a découpé la joue d'un type quand même. Moi, j'invente rien, quoi, hein. Voilà, hein. D'après plusieurs témoins, le russe se met hors de lui, se met soudain hors de lui après une phrase lâchée par son interlocuteur qu'il saisit soudainement au col. Très vite, Pavlinsky lui assène un coup à la figure, une bagarre s'engage. Ce dernier se fait éclater une bouteille de champagne sur le crâne, hein, a saisi un couteau qui servait à couper des oignons et se serait défendu, atteignant l'un des protagonistes à la cuisse. Version confirmée par le performeur à Mediapart, etc. Et à un moment donné, il sort un couteau, cran d'arrêt, de sa poche. Mais Pavlansky, t'es arabe ou t'es russe? Et il va balafrer un type. Juan Branco a essayé d'empêcher les policiers d'arriver. Il a balafré un type jusqu'à la joue. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on retient là déjà? Ben, l'extrême gauche française, hein, qui veut parler aux prolétaires. C'est fou en France. On a une extrême gauche, la LCR, tous ces gens-là, c'est toujours des fils de bourgeois ou de gens de classe moyenne. Il n'y a jamais un ouvrier avec eux et ils viennent te parler du prolétariat, ces mecs. Ah, je préfère le Parti communiste, à au moins des vrais prolétaires dedans. Non, mais c'est le. Ben, ça a été dénoncé, cette hypocrisie, par beaucoup de gens, et notamment Soral. Qu'est-ce qu'on retient de cette affaire? Que Juan Branco peut se permettre d'empêcher la BAC de rentrer alors qu'il y a eu quand même des incidents. C'est pas une petite bagarre dans une soirée, hein. Là, il y a eu des échanges de coups de couteau, des tessons de bouteilles. Branco était apathique, il n'a rien fait, il était choqué comme tout le monde. Donc, tu vois, donc le truc, c'est voilà, c'est de la bagarre de bagarre, quoi. Et les mecs d'extrême gauche, ils ont beau faire les beaux, là, cachés dans les manifs, quand ils voient ce genre de bagarre. Je connais ce genre de bagarre, ça peut être choquant, hein. Ou des bagarres générales avec des Golgoth qui se lancent des trucs, l'autre il met un coup de couteau à l'autre, machin. J'en ai vu, je te promets que bon. Oui, oui, c'est choquant. Donc, je ne suis pas en train de me moquer de l'apathie de Branco qui est un état de choc, hein. Je vous rappelle qu'il y a des coups de couteau qui tournent, des trucs comme ça. On t'apprend un truc en self-défense, c'est si un gars il te sort une arme, tu t'avances vers lui, si un gars il te sort un couteau, tu t'enfuis.
Voilà, tous les gens qui connaissent un petit peu ce genre de choses savent que les couteaux, il n'y a rien de pire. Parce que pour maîtriser une main, pour bloquer un couteau, tu vises le poignet, mais bon, euh, c'est toi et ta chance. Parce que si tu loupes le poignet du type, ou si le poignet du type est trop ferme pour toi, tu risques de te prendre le truc. Donc ce qu'on voit là, c'est une soirée qui vire vraiment mal, avec des gens, dont un qui aurait la joue ouverte. La BAC arrive, une première équipe BAC arrive, je ne l'invente pas, et elle est conduite au port de l'appartement. C'est-à-dire que moi, je fais une soirée ici, il y a une grosse bagarre, il y a du sang, il y a des types qui sont en sang, il y en a un qui a la joue ouverte, il y a eu des couteaux qui se sont échangés, des tessons de bouteilles, et moi, je pourrais bloquer la BAC en disant non, non, je suis le propriétaire des lieux, vous rentrez pas. Alors qu'il y a manifestement une flagrance quelque part. Ils pourraient rentrer, ils sont pas rentrés. Branco, il est protégé aussi, hein. Voilà, Branco, c'est des types comme ça, on te les fait apparaître, mais Branco, il est dans le système. Moi, je vous le dis, hein, depuis le début, ça se sentait, hein. Ouais. Bah, il a le profil type, hein. Un fils de bonne famille. Voilà, tu vois, quand tu organises des soirées dans le sixième, dans l'appartement d'une copine, c'est que t'es un sacré rupin. Hein, t'es bien dans le système. À croire que depuis le début, ils se foutent tous de notre gueule et des deux côtés, ils sont tous dans le système, quoi. Enfin bref. Parce que Branco, c'est pas Éric Drouet avec sa voiture. Éric Drouet avec sa voiture, on est dans la normalité. Non, c'est mon avis. C'est une fausse affaire. Et puis Éric Drouet, c'est le mec qui se lève tous les matins. Tu sais, avec sa tête de français, il se lève tous les matins pour bosser, pour te payer ton RSA. Alors le fait qu'il a acheté une voiture, non, non, mais je fais une petite digression. Branco, non, c'est des appartes à plusieurs millions. Enfin, voilà, c'est la jeunesse dorée parisienne, voilà, et qui se dit d'extrême gauche en plus. Non, mais j'aurais préféré que le mec te dise je suis de droite, quoi. Tu sais, parce que voilà, c'est juste, c'est des gens, tu les mets quelque part, c'est juste pour exister, parce qu'ils sont prétentieux. J'en ai connu plein à Grenoble, des gens comme ça. Ils font ils se disent de gauche, mais ils sont gauchistes. C'est juste pour se distinguer. C'est une classe moyenne snobinard. Bref, bref, bref. Là n'est pas le truc. Pavlinski, donc, se permet tout ça il y a un mois et demi. Et il faut attendre que ce type mette sur un site qu'il crée des images d'un homme politique en train de se masturber pour le voir en garde à vue. Ah, bizarrement, enfin non, même pas bizarrement, mais la justice française est politique ou quoi? On le laisse découper des gens dans une bagarre, mais, je sais pas, il y a au moins 48 heures de garde à vue à faire là-dedans. Non. Par contre, dès que tu attaques un homme politique, boum, ça te tombe dessus. Il y a 4 mois, c'était un réfugié, un artiste réfugié politique contre le méchant Poutine, et maintenant c'est devenu un pro-Poutine qui serait un espion de Poutine, qui serait venu espionner Benjamin Griveaux. Je sais pas quoi, non mais je sais pas quoi te dire. Par contre, ce que j'ai envie de te dire là, attends, est-ce qu'on voit ce que moi j'ai envie de te dire, c'est par rapport à cette affaire. L'affaire Griveaux, cette fois. L'affaire Griveaux, Pavlansky, Branco, et je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver, tu vas voir. Et tu vas voir que cette affaire-là va déboucher sur un gros truc. Je vous avais dit que moi je soupçonnais, et je soupçonne toujours, une affaire en interne. On a voulu virer Griveaux pour placer Villani, pour une raison que j'ignore. J'ai l'impression que Villani est protégé par des gens très 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 puissants. Comme je l'ai dit l'autre fois, c'est bizarre que ce type arrive et d'un coup c'est un rebelle alors qu'il est tout sauf bête, Villani. Mais là on est tombé sur un mec rusé. Mais moi je me disais, mais attends, il vient d'arriver, il est député, c'est son premier mandat et déjà il s'élève contre son parti, c'est bizarre. Non, c'est parce qu'on lui a demandé. Donc déjà il y a quelque chose dans ce parti-là qui fait qu'on ne voulait pas de Griveaux. Et c'est pas simplement des rivaux. Ce genre d'affaires-là, il faut avoir le feu vert d'autres gens au-dessus. Parce que tu es quand même en train de cramer une élection et c'est l'élection à la ville de Paris. Mairie de Paris, c'est quand même le tremplin pour une présidentielle. Et Villani, il se voit président. Ah, il veut finir, après être passé et avoir été directeur à l'Institut Poincaré, il veut finir comme le cousin de Poincaré. Ah oui, parce que Poincaré, le mathématicien, je crois que c'est Henri, mais Raymond Poincaré, c'est le président de la République, qui a d'ailleurs donné le franc Poincaré, je crois, à moins que ce soit le franc germinal, non, le franc Poincaré. Bref, allez voir, c'est dans les années 20. Vous voyez, si tu fais un peu d'histoire, déjà tu devines les ambitions de Villani. Voilà. Euh, mais, mais nous ne sommes pas là. Et je sais que là, ils sont pas là, hein. On est sur Patreon, les bonobos, ils sont pas là. Mais nous ne sommes pas là, et les bonobos ne comprennent pas, hein. Nous ne sommes pas là pour faire du bassin breaki Sadek, nous.
C'est pas la bite à Griveaux, moi, qui m'intéresse. J'en ai rien à foutre. Ou c'est pas la meuf de l'autre. Ou c'est pas Pavlinski qui joue à 5 koukaï dans des soirées. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les faits et surtout les concepts et les techniques. On est en pleine quatrième république, là. C'est même plus la troisième, c'est la quatrième. La différence entre la troisième république et la quatrième, c'est que dans la troisième, tu avais des affaires de cul et d'arnaque, comme l'affaire Stavisky, l'affaire du canal. Va voir un petit peu, je crois que c'était Jules Gued, le président. Enfin, c'était les présidents Jules, ils s'appelaient tous Jules à un moment donné. T'avais de drôles d'affaires. Daniel quelque chose. Ah, je sais plus, bref. T'avais des histoires de thunes, de cul. Mais c'était le patronat français, les rupins français qui s'engraissaient. La quatrième république, c'est le patronat français et le système français qui a vendu le pays aux USA et aussi à Israël. Tu vois, la différence entre la troisième et la quatrième, elle est là. C'est que d'un côté, tu as des gens, ils ont arnaqué tout le monde, mais bon, ça s'est joué entre Français. Et de l'autre côté, tu as des gens qui ont quasiment vendu le pays. Quatrième république, colonie américaine, colonie israélienne. Pendant la guerre des 6 jours, c'était les aviateurs français. Non, ouais, pendant la guerre des 6 jours, je crois que c'était les aviateurs français qui volaient dans certains avions israéliens. Non, mais il faut le savoir, ça se dit pas, mais il faut le savoir. Eh oui, hein, voilà. Et leur armement était fait de Mirage 3. Bref, c'est d'ailleurs marrant de voir que dans nos villes, c'est des sociétés israéliennes qui posent des caméras. Et elles vont où les images? C'est quoi cette histoire? Et oui, oui, regardez bien et demandez un petit peu, mais si vous faites le travail, regardez que dans certaines grosses villes, les systèmes de sécurité et les systèmes de caméras, comme les caméras biométriques, comme nous avons ici, c'est des sociétés israéliennes derrière, quand tu remontes. Ouais. En fait, ce qu'on ne dit pas et qui commence à se voir, c'est qu'on est un département israélien ou un État américain. Mais bref, revenons à nos moutons. Ça, tu le sais. Ce que je veux te dire par là, c'est que nous sommes comme des scientifiques. Ouais, on, on essaye des hypothèses, on essaye des modèles qui sont réfutables. Moi, j'ai émis l'hypothèse que c'était Macron, que c'était pour Villani et que derrière, il y avait du puissant qui voulait que Villani passe, qui voulait pas de Griveaux. Le problème, c'est que là, on vient de nommer Agnès Buzyn, qui va s'occuper du bousin. Donc, si je prends que cet élément-là, mon hypothèse est bancale. Parce qu'on va me dire, ouais, mais attends, pourquoi ils n'ont pas mis Villani? Bah, après, j'ai envie de te dire, mais peut-être que Villani, ils ne peuvent pas le passer de suite. Ils vont le passer après. Ouais, mais je comprends pas, locaux. Ils vont perdre la mairie. Or, la mairie, c'est important, tu l'as dit, c'est un tremplin pour la présidentielle. Voilà pourquoi je te dis que mon hypothèse, elle est bancale, au jour d'aujourd'hui. Hein, moi, je suis honnête. Hein. Mon hypothèse. On est là, on essaye des hypothèses. C'est un peu, voilà, on essaye des hypothèses, on tâtonne pour essayer de trouver l'hypothèse qui corresponde à la vérité. Et pour ça, il nous faut des marqueurs, il nous faut des indicateurs, il nous faut cette réfutabilité. S'il y a ça, c'est que mon hypothèse tient encore la route. Par contre, s'il y a ça, c'est que mon hypothèse, il y a un souci. Et là, mon hypothèse, il y a un souci avec Agnès Buzyn. Et j'ai l'honnêteté de le dire pour reproposer un nouveau modèle. C'est exactement comme ça que procèdent les scientifiques. Hein. T'as Newton, il arrive, il te parle de loi, de gravitation. Et puis 2 siècles après, tu as Einstein qui arrive, qui apporte un modèle qui est beaucoup plus adapté, surtout notamment lorsqu'on est dans des vitesses relativistes, des distances relativistes, c'est-à-dire à l'échelle de l'univers. Hein, un modèle beaucoup plus précis, en attendant un autre modèle qui viendra de finir d'expliquer, et ainsi de suite. Hein. Des fois, tu as des modèles qui ne s'adaptent pas, qui ne racontent pas la vérité, tu as des modèles qui approchent la vérité. Je pense que le mien approche une certaine vérité. Ce qu'il y a, c'est que, alors où je te parle, Agnès Buzyn, réfute mon hypothèse. Mais attendons. Je garde mon hypothèse, mais il va falloir que j'attende un petit peu de voir. Je pense qu'il manque des éléments. Il y a quelque chose qui m'échappe. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, l'hypothèse on veut placer Villani ne tient pas, pour l'instant. Pour l'instant. N'oubliez jamais l'élément temps. Ouais, on vit dans un espace-temps. On ne vit pas dans un espace, on vit dans un espace-temps. Non, mais c'est indissociable le temps et l'espace. Si tu fais un peu de physique, tu comprendras que c'est indissociable. Hein, voilà. J'ai envie de te dire, tu es constamment à la vitesse de la lumière. Ce qu'il y a, c'est que tu la troques. Non, non, mais attends, tu vas me voir arriver. On est constamment à la vitesse de la lumière, en fait. Mais on est soit sous forme de vitesse, soit sous forme de temps. Ce qui donne un cercle, enfin nous un quart de cercle. Je ne sais pas si ça va parler à certains d'entre vous. Voilà. Tu échanges du temps contre de la vitesse. Mais tu as toujours la même quantité. C'est un concept, c'est un concept peut-être compliqué à expliquer, mais plus tu vas vite, plus ton temps se contracte.
Moins tu vas vite, plus tu reviens au temps normal, au temps psychologique, au temps absolu, s'il en existe un, bien évidemment. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, si tu vas à 300 000 kilomètres par seconde, il n'y a plus de temps. Tu as un photon. Zéro. Temps éternel. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus de notion de temps. Voilà. Par contre, si tu descends cette vitesse, le temps remonte. Tu vois, tu joues sur ça. Hein. Tu es constamment, on va dire, à 300 000 km secondes. Mais pas en termes de vitesse. C'est juste une répartition entre de l'espace et du temps. De la vitesse et du temps, là, en l'occurrence. Mais vitesse veut dire espace. Donc, bon, on va rester sur la vitesse. Voilà, c'est tout. C'est des lois physiques qui sont constatées tous les jours. Hein. Comme tu peux aller dans le futur, hein. Il suffit que tu partes à 300 000 km secondes et que tu reviennes une heure après, ben, il y aura 700 ans qui seront passés ici, ou 50 ans, ou 100 ans, ou 200 ans. Voilà, c'est la relativité. Je t'invite à aller voir un petit peu, parce que c'est très compliqué. Hein. C'est pas Wikipédia, là. Ça fait des années qu'on étudie ça. Ben là, c'est pareil, tu vois, on est dans la science. La science des faits, la science de la politique, la science de ce que tu veux. Et donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Et puis comme je te l'ai dit là, lors de la première vidéo, il y a peut-être aussi beaucoup de données qui sont balancées comme ça pour nous disperser. Voilà, donc cette affaire, on va attendre. Hein. De toute façon, on va attendre un petit peu, mais je pense qu'à un moment donné, on aura le fin mot de cette histoire. Et le but, c'est pas de la suivre pour rigoler et parler du sexe d'un homme politique. Ça, à la limite, je m'en balance. C'est juste pour essayer de comprendre qui que quoi dont où. Comme ça, la prochaine fois qu'ils nous en font une à l'envers, on le sait. Et ça nous, voilà, tu sais, voilà, tu es dans une obscurité, tu tâtonnes et petit à petit, tu commences à avoir des bases, des choses comme ça, et tu avances à coup d'hypothèse, hein, et puis tu te trompes, tu réessayes une autre hypothèse, tu adaptes l'hypothèse, etc., etc. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur cette affaire, et je trouve quand même bizarre que on ressorte cette affaire maintenant, alors qu'on est le 17 février, que ça s'est passé le 31 décembre, et que si toi tu t'amuses à faire ce qu'il fait le 31 décembre, je peux te dire que le 2 janvier, le 3 janvier, le 4 janvier, le 5 janvier, tu es en cabane. Parce que là, on parle pas on parle quand même d'un type impulsif qui met des coups de couteau à tout le monde et d'une bagarre quand même qui a donné lieu à des blessures assez graves. Et il aurait pu y avoir des morts. Ils étaient tous raides bourrés, les tessons de bouteille, l'autre il a la joue ouverte, l'autre il a un couteau dans la cuisse, bon voilà. Et Pavlinsky a été choisi pour son côté, voilà, taré, impulsif. Le mec dès qu'il picole un peu, après il se bagarre à la russe, quoi, tu vois, c'est bon. Faut aimer, mais enfin c'est le genre de type qui t'invite pas en soirée ou alors il te gâche la soirée, quoi. Alors ok, pour ça, il y a quelque chose moi qui me fait rigoler, c'est ça. Mais bon, attends. Non, voilà. Est-ce qu'on peut le greffer là? Ah, excusez-moi, non, parce que j'ai ouvert plusieurs fenêtres et t'en as une que j'aimerais bien vous montrer. Non, bah ça veut pas le faire. Bah c'est pas grave, c'est pas grave. Hein. On va poursuivre comme ça. La Syrie, c'est simple. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Depuis un certain temps, je vous l'ai expliqué lors des précédentes revues de presse, nous avons... Il faut que je vous montre des cartes aussi. Voilà, on va vous montrer. Non, non, on va vous montrer une carte plus intéressante, celle-là. Nous avons la Syrie, donc voilà. Pour celui qui veut aller vérifier, ma source est Syria Live Up Map. Merci à celui qui m'a donné cette source. D'excellente carte, très important. Très simple. Pendant que les gens s'énervent, s'excitent, qu'Erdogan fait le malin, les Syriens avancent. Les Syriens ont récupéré beaucoup, beaucoup, beaucoup de territoire. Tu vois par exemple Marat El Nouman, il y a encore un mois, les Syriens étaient là. Ils étaient très très loin de cette ville. De Jarjanaz, Khan Sheikhoun, ils étaient à Khan Sheikhoun, ils étaient... voilà. Là, ce qui s'est passé, c'est que les Syriens ont mené une offensive nord-est, sud-ouest, donc venant d'Alep, est-ouest, deux axes d'offensive, pour commencer à cerner la ville d'Idleb et grignoter. Donc ils ont petit à petit, tu vois, rappelle-toi, je te parlais de cette ville, Sarakeb, pardon. Je mélange, hein, c'est... Tu vois, qui devait être reprise, la M4, tout ça, ben, elle est reprise depuis longtemps, et puis ça avance, ça avance, ça avance. Idleb est là, hein. Il n'y a pas lourd. Hein. Mais avant de prendre Idleb, il faut cerner. Et il faut, j'ai envie de te dire, voilà, tu ne peux pas te permettre d'attaquer Idleb directement, c'est dû. Alors attends. Le violet que tu vois là, c'est tout ce qui a été pris. Alep, il y a encore un mois, ils étaient collés à Alep, les terroristes. Donc tu vois l'avancée. Et puis l'avancée se fait de manière intelligente parce que l'armée syrienne a découpé en poches
elle a découpé en plusieurs poches. Il y a quelques jours, elle avait cerné ici, elle les a obligés à reculer. Voilà, donc elle affronte des types sur plusieurs axes, elle les encercle progressivement, elle coupe, elle découpe un petit peu la province, elle crée des poches qu'ensuite d'autres personnes. C'est pas un blitzkrieg, hein, parce que ça avance pas aussi vite, mais c'est un peu la technique, hein. On avance vite, très vite, et les poches de résistance qu'on a encerclées, ce sera les troupes de derrière qui vont les nettoyer. Et ensuite, on mettra les miliciens. Tu sais, les types que tu vois en jean, là, mitraillette, tout ça. Là, les miliciens viendront occuper le terrain. Et si possible, les miliciens des villes. Voilà, c'est-à-dire que quand les Syriens libèrent une ville, après les gens de la ville, eux, prennent les armes, l'armée syrienne les encadre en leur disant tenez votre territoire. Et l'armée syrienne vient libérer. Le problème, il y en a beaucoup de problèmes. Déjà que foutent tous ces postes turcs avancés là. Je comprends pas. Voilà. Le problème, c'est que, encore une fois, Erdogan nous l'a fait à l'envers. Donc ce type-là, je ne sais pas trop quoi penser de lui. Il y a 2 mois, il a insulté Trump. Maintenant, il est aux petits oignons. Enfin, il est aux petits soins, pardon, avec Trump. Il vient encore de faire un basculement, un renversement d'alliance. Et c'est marrant. C'est marrant à plusieurs titres. C'est peut-être même l'heure de vérité. Donc, l'ami Erdogan qui se croit malin, mais qui au final sera sacrifié par Trump et Poutine, parce que son temps est compté, ça je le sais, vous verrez, et plus vite qu'il ne le pense. Ce type-là donc se permet maintenant de quasiment d'attaquer l'armée syrienne, qui réplique, qui commence à répliquer, qui commence elle aussi à faire des morts. Il a fourni, avec l'autorisation de Donald Trump, ne me dis pas oui, comment tu le sais, machin. Il vient de s'entendre avec Trump, qui, Trump et l'OTAN soutiennent la Turquie et soutiennent les djihadistes d'Idlib. Trump vient de s'exprimer en parlant de Bachar al-Assad. Tu sais, leur discours complètement surréaliste, Bachar al-Assad massacre tous les jours des gens. Mais le discours qui est quasiment déconnecté de la réalité, les Iraniens sont des terroristes. Et vous faites quoi là à soutenir Je rappelle encore une fois qu'il y a 3 millions de personnes prises en otage par des groupes terroristes. Il suffit d'aller sur place pour voir quand il y a une libération, que les Syriens viennent d'ouvrir des corridors humanitaires, je ne l'invente pas. Les Syriens viennent d'ouvrir des corridors humanitaires. Tu peux aller vérifier tout ça. Je te montre quelques cartes. Et les gens ne peuvent pas partir parce que c'est les amis à Macron et les amis à Erdogan qui sont là. Donc Erdogan, alors Alep, tu vois Alep, hein, il y a encore pas longtemps, voilà, ça c'est les poches qui ont été prises le 13-2. Il y a d'énormes poches, hein. Idlib est en train de s'écrouler. C'est pour ça que l'armée turque est rentrée. Erdogan a fait rentrer 60 véhicules, a fait rentrer de l'armement, de l'artillerie, des lance-roquettes multiples. Il dit que c'est pour ses postes d'observation. Il se fout de la gueule du monde. Encore une fois, Erdogan, il faudrait relancer le problème kurde. Les Kurdes voulaient un pays, bande de fourbes. Ben, vous repartez dans vos terres historiques, et puis que l'OTAN leur donne l'OTAN, que l'ONU leur donne un pays, mais sur leur terre, en Turquie. Voilà, non, mais les Turcs envahissent tout le monde, tu sais, ils sont autoproclamés chefs de tout. Erdogan, comme un. En fait, Erdogan, c'est juste un gros bourrin, quoi. Et ceux qui le soutiennent, excuse-moi, c'est juste des gros bourrins nationalistes, qui sont exactement à l'image des Américains ou des Israéliens. On le soutient parce qu'il est comme nous. Il peut faire ce qu'il veut, on est les plus forts. L'armée turque n'est pas la plus forte, l'armée turque va prendre une branlée. Erdogan sera sacrifié d'un commun accord, à un moment donné, entre Poutine et Trump. Il sera sacrifié quand il aura fini le boulot. Et finalement, c'est ni plus ni moins qu'un chef de chantier turc qui s'est vu trop beau. Il est en train d'alimenter en armement lourd, mais ça ne suffit pas, les djihadistes, tous ces barbus là qu'on devrait exterminer, hein, moi je le dis, hein, clairement, on devrait les exterminer, vu les gens qu'ils ont tués, hein, partout. Mais il y a quelque chose de grave qu'on ne te dit pas. C'est que donc Erdogan s'est remis sous la coupe de Trump. Poutine est dans la merde. Erdogan vient de provoquer la mort de 4 agents du FSB. En Russie, les gens sont en train de dire à Poutine, t'es en train de faire quoi, mon grand? Ils disent ce que je dis depuis 3 ans. Là, on a l'heure de vérité. Là, le Poutine subit la pression de beaucoup d'hommes politiques russes et de son gouvernement en disant cette fois Erdogan va trop loin. Il a encore tué 4 Russes du FSB. C'était une force spéciale, hein, d'ailleurs, des Spetsnaz. Cette fois, ça va trop loin. Alors, on veut bien lui vendre des S-400, mais il va trop loin. Parce qu'Erdogan a demandé aux Syriens de se retirer de toute la province, d'abandonner tous les gains. Le type est un dictateur, enfin pas un dictateur, le type, je ne sais pas pour qui il se prend. Il leur a dit, vous reculez là où vous étiez il y a 2 mois,
Sinon, je vous fais la guerre et d'ailleurs, j'attaque de suite. Donc là, on est en guerre larvée entre la Syrie et la Turquie. Les Syriens lui ont dit, ben, on attend ta guerre. Donc les Syriens progressent très vite sur le front. Ça s'écroule. Et finalement, les coups de bluff à Erdogan ben, vont se retourner contre lui, puisque là, ça va être l'armée turque qui va s'engager. Et si l'armée turque est engagée, on sera dans une guerre classique. Et il aura signé sa fin. Puisque ses amis Poutine et Trump auront le prétexte ensuite pour. Mais oui, quand il aura servi ces gens-là, je les connais par cœur. Quand le turc ou l'arabe leur sert, après ils l'éliminent. Comme ils ont fait pour le GNA, comme ils font. Voilà, je les connais parfaitement, ce genre de cynique, et je ferai pas exactement la même chose que Erdogan n'a pas compris. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'arrive pas à comprendre Erdogan. Erdogan se dit le défenseur du monde arabe, on t'a rien demandé. Je te rappelle qu'il y a encore 10 ans, tu étais avec les Israéliens. Hein, qu'il y a encore 15 jours, tu étais avec les Russes, maintenant tu es avec les Américains, qu'il y a 2 mois, tu avais décidé, il faut que je vous montre, il y a 2 mois, parce que tu vas me dire, ouais, mais tes hypothèses, tu te rappelles, Benjamin Grivois, et ben là, ton hypothèse, tu avais dit qu'il y avait un accord. Il y a un accord, et qui tient apparemment là, mais qui ne tient plus là. C'est pour ça que le Poutine commence à en avoir marre d'Erdogan, c'est que ce type change d'avis comme il change de chemise. C'est quelqu'un de très propre. Donc, hein. L'accord était simple, c'était virer les Kurdes des frontières, installer une zone de sécurité, laisser les Turcs un peu faire les malins là, mais par contre, en échange, Idlib tombe. Ça a arrangé en plus Erdogan qui pouvait envoyer ses troupes en Libye. Non, ben d'un coup, il a décidé d'être partout. Donc il est à Chypre aussi. Hein. Il est en train de forer à Chypre, hein, alors que ça lui appartient pas. Il est en train d'envoyer ses avions emmerder les Grecs. Les Grecs, excuse-moi, sur ce coup-là, les Grecs n'emmerdent personne. Il passe son temps à leur envoyer des F-16. On a affaire à un petit patron agressif, un petit voyou qui va tomber. Et oui, je te le dis, il va tomber. Il y avait un accord là, difficilement respecté. Ce type est un fourbe, il ne l'a pas respecté. Idlib devait revenir à la Syrie. Donc les Syriens sont déterminés à reprendre Idlib et sont déterminés à reprendre El Tanf. On a commencé à voir des Syriens tirer sur des Américains. On commence à voir des Syriens bloquer des Américains là, parce qu'ils sont chez eux. Ils leur disent qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas à passer. On commence à avoir des incidents. Petit à petit, les Syriens vont s'armer, vont s'équiper, les tribus, pour attaquer les Américains. Mais avant, il faut en finir avec le larbin des Américains qui est Erdogan. J'ai aucun respect pour ce type quand je vois sa politique de. En plus, il n'a pas inventé l'eau chaude, c'est une politique pour fier à bras, quoi. Je veux dire, voilà. Son armée, c'est une armée qui s'est faite, qui s'est construite, mais qui ne tiendra pas. C'est tout. Je te le dis tout de suite, il perdra la guerre. Maintenant, là, ce qui moi m'intéresse, c'est que va faire Poutine. Ça fait 3 ans que je vous dis que Poutine, avec ses petits jeux, Poutine, au final, il a sauvé la Syrie, il s'est installé, mais ces petits jeux-là sont contre-productifs. Et Poutine est en train de s'en rendre compte. C'est pas une critique. Poutine, il s'est dit, je vais essayer de faire la paix et de discuter avec tout le monde. À l'origine, c'était excellent comme idée. Mais il y a des gens avec lesquels tu ne peux pas discuter. Ils ne comprennent que le bâton parce que ce sont des êtres frustres. Ce sont des animaux. Et Erdogan semble en faire partie. Tout ce qu'il sait faire, c'est menacer des gens et les agresser. Il agresse Chypre, il agresse la Grèce, il agresse la Libye, il agresse la Syrie, il agresse l'Irak. Enfin, il essaye. C'est un bienfait pour le monde arabe, ce type, parce qu'il va unir tout le monde au bout d'un moment. Quant à son armée, on l'a vu à Jarablus, on l'a vu un peu partout. Il va pas y avoir une guerre conventionnelle. Voilà, c'est juste un haggard, c'est-à-dire un petit voyou lâche qui s'en prend à une Syrie affaiblie. Mais ce qui se passe, c'est que les Syriens là sont prêts à la guerre. Et moi, je te dis, demain, les Syriens en beau, j'y vais. Hein. Je prends l'avion, je vais en Syrie. Mais côté Bachar el-Assad pour les affronter, les autres en face. Même moi, non, mais je te le dis, c'est réel. Je pense faire mon passeport bientôt. Et s'il y a moyen d'aller dans des brigades pour libérer la Syrie, j'y vais. Ouais, ouais, j'y vais, ouais, parce que j'ai une expérience des armes et parce que ça commence à me saouler de voir l'effet là. L'action, elle se passe et moi, j'y suis pas. Voilà, on est nombreux comme ça. Mais à un moment donné, je crois que voilà, s'il y a une guerre et qu'ils embauchent enfin, ils embauchent, qui veulent des volontaires, je pense que j'irai en Syrie. Et je l'annonce officiellement, moi je serai du bon côté, hein. Moi je serai pas du côté des djihadistes, je serai du côté de l'armée syrienne libre. Et c'est pas, je vous dis pas ça comme ça, hein, c'est pas des paroles en l'air. Donc, pour en venir à la situation, le truc le plus hallucinant, c'est que Trump a permis à Erdogan de proposer des systèmes manpad, c'est-à-dire des systèmes solaires à dos d'homme. Tu as 2 types, une valise de 30 kilos,
à l'intérieur du matos, tu peux abattre des avions jusqu'à 4000 mètres d'altitude. Voilà, un manpad, voilà, tu lances le missile, il chope. C'est avec ça qu'ils ont buté 3 hélicoptères syriens et je vois des blaireaux qui se réjouissent de la mort de Syriens, quoi. Bon, ça aussi, ça me fait rigoler. Et qui mettent des... Regardez, on a une grosse armée. Ton armée turque, elle va prendre une tabasse. Vite fait, bien fait, tu vas voir. Voilà, elle est en train de se mettre tout le monde à dos. Et je te promets que s'il y a une guerre avec la Syrie, l'Iran et l'Irak soutiendront. Voilà, mais ce qui est inquiétant, c'est que donc Trump, par le biais d'Erdogan, a livré des manpads à des terroristes. Alors pour l'instant, ils font tomber des avions, des aéronefs à voilure tournante syrienne. Ouais, on appelle comme ça les hélicoptères, c'est un peu con, mais bon. Mais demain, ces manpads, tu peux les retrouver à Orly ou à Roissy. Une formation de quelques jours, de Mongolito, et tu as un avion avec 300 personnes qui tombent. Voilà, c'est les fameux Stinger, c'est les fameux... Voilà, c'est ça. Donc Trump, l'ami Trump, là, qui veut se désengager, alors lui veut se désengager de la Syrie et de l'Irak, mais il ramène l'OTAN aussi, c'est encore une fois, hein. Hein, vous apprécierez un petit peu la justesse de mes propos et la connerie de tout ce qu'on peut entendre sur Trump, puisque finalement, voilà, il y a encore des troupes qui arrivent, hein. Il paraît qu'il voulait se désengager, le mec. Bref. Trump n'hésite pas, pour casser les couilles à un pays, il y a des gens normaux et qui connaissent les Syriens, c'est que c'est des gens bien raffinés, cultivés, c'est tout, c'est pas des racailles les Syriens, c'est pas les racailles que nous avons, hein. Hein, pour qui connaît la Syrie, qui connaît Alep. Il y avait une petite communauté de Français là-bas, hein, à Alep notamment, hein, parce qu'il y a un certain chant traditionnel qui est intéressant. Enfin bref, qui connaît la Syrie, ce pays de raffinement, est dégoûté par ce qui s'y passe, qui connaît l'importance de la Syrie sur un plan eschatologique, que tu sois chrétien, musulman, est dégoûté par ce qui se passe, voire des barbares, Gog Magog, et ses troupes attaquées, voilà, Gog. J'ai l'impression d'assister à la division des peuples de Gog. Alors Gog c'est Poutine, et les petits Magogites là, c'est les Turcs, c'est les Turco-Mongols, c'est les Ouzbeks, c'est les Turco-Mongols qui sont arrivés avec Daesh. C'est exactement ça, on est en pleine eschatologie. Et personne dans la presse ne s'inquiète de voir des manpads circuler comme ça dans des mains de criminels. Ah ben non, mais j'avais oublié, en France, on leur donne des visas Erasmus à ces gens après. On est dans un monde où nos gouvernements sont inféodés à Israël et aux USA et où on soutient des terroristes pour provoquer le chaos dans le monde et essayer d'avancer ses pions. En se disant, oh t'inquiète pas, ces terroristes, de toute manière, on va les réduire en 2 semaines après. On utilise une maladie dont on a le vaccin. C'est exactement ce que font ces gens. Demain, s'il y a un attentat en France ou ailleurs et qu'un avion est abattu, ce sera grâce au manpad. Merci Trump. Et Trump et Erdogan préfèrent soutenir des barbares et des terroristes pour manipuler et ils accusent les autres de terrorisme. Alors que les Syriens, excuse-moi, en matière de terrorisme, je vois pas trop ce qu'on peut leur reprocher. Ils préfèrent ça et ils se disent civilisés ces gens. Voilà. Voilà la carte de la Syrie. Idlib va tomber. Erdogan, bah ton bluff il marche pas parce que les Syriens continuent à avancer, hein. Ah oui, il leur a dit si vous continuez à avancer, je vous attaque et je vais pas attendre fin février. Ben ouais, on est le 17 février. Attaque, attaque. Voilà. Avec tes chars en carton, avec tes vieux F-16 et avec tes 3 bateaux et demi qui vont être coulés, hein. J'aimerais bien que tu t'en prennes au Charles de Gaulle, Erdogan. J'aimerais bien que tu t'en prennes au Charles de Gaulle parce que je connais la riposte, moi, et ton armée en carton, elle va pas tenir. Voilà, tu passes ton temps à insulter Macron, à traiter les Français de ci, ça, mais tiens, ouais. Attaque le Charles de Gaulle. Attaque une frégate, attaque une frème, voilà, essaye de la bombarder, parce qu'il va s'en prendre à la Grèce, parce que la Grèce est en difficulté économique, et puis bon, c'est pas un état belliqueux, donc ils n'ont pas une super armée, mais ils savent se défendre, hein, ils savent se défendre les Grecs. Et là, maintenant, il commence à y avoir des frégates. Qu'est-ce qu'il fait à Chypre? C'est à toi, Chypre? Voilà. Et je vais finir simplement, hein, quelle est la différence entre Netanyahou et Erdogan? Qui est le plus gros fouteur de bordel dans la région en ce moment? Je défends pas Netanyahou, vous savez bien que je l'aime pas, hein. Vous avez compris, vous, au moins, que j'avais une politique, j'étais au centre. Hein, c'est pas parce que je dis du bien d'un type sur un truc que je vais dire du bien sur tout. Erdogan, j'en ai dit du bien un certain temps, mais là, je vois qu'il est complètement pété de la tête, il est complètement irrationnel. C'est je m'incruste partout et je rentre de force partout. La réalité, c'est qu'il veut que ces territoires-là soient annexés au Hatay. C'est pas moi, regarde. Sa province porte bien son nom, c'est la province du Hatay. Hein, bon, je ne vous fais pas la traduction, mais vous aurez compris à mon accent que c'est pas un mot que tu balances dans les dîners de famille.
Voilà, il veut les annexer à la province du Hatay, sachant que c'est lui le Hatay. Voilà. Si, c'est un Hatay. Il y a Hatay. Il donne. Hein, tu vois, je fais pas de dessin. Bah écoute, excuse-moi, il se met sous la coupe de Poutine. Quand il en a plus besoin, il se met sous la coupe de Trump. Moi, j'attends de voir la réaction russe. J'attends de voir la réaction russe. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Russes là? Vous venez encore perdre des hommes. Il y a un ministre turc, parce que ces gens-là, en plus, quand ils se clashent, il dit à un type de clasher à sa place. Il y a un ministre turc qui disait que c'était bien bon pour la gueule des Russes que les Russes avaient mérité leur mort parce qu'ils soutenaient le terroriste Bachar al-Assad. Non, mais on est en plein délire, les mecs, non, en pleine inversion accusatoire. Et là, c'est pas passé. La semaine dernière, il y avait une délégation russe en Turquie, mais ça marche pas. Le gars, il veut rien négocier. Les autres sont en train de lui dire, mais arrête maintenant, c'est bon, recule, laisse les Syriens récupérer un petit peu leur territoire. On va voir pour les réfugiés. Il se plaint de, oui, non, mais si Bachar al-Assad récupère la province, je vais avoir tous les réfugiés chez moi. Mais c'est toi qui l'as provoqué, cette guerre. C'est toi qui as créé ces gens. Il est quand même gonflé, Erdogan. Il menace l'Europe de flux de réfugiés. Et lui, il veut pas de réfugiés qu'il a provoqués dans une guerre de merde. Il faut le relever aussi. Il demande aux Européens, et ce serait bien aussi, les gars, de montrer que vous en avez dans le cas de but. Enfin, en même temps, les gouvernements européens sont emmerdés parce qu'ils ont participé à tout ça. Donc, hein, c'est pour ça aussi qu'ils réagissent pas trop. Hein. Ils savent que le gars, il a des dossiers sur eux aussi. Hein, parce qu'ils se sont tous servis du terrorisme, ils se sont tous servis des false flags pour agresser des pays arabes, pour essayer de s'installer. Et ça n'a pas marché. Voilà la réalité. Et il me parle du monde libre et du monde libre et du monde civilisé. Excuse-moi, pour moi, les USA, c'est pas un pays civilisé. Hein, c'est un pays violent. Non, c'est un pays technologique, c'est un pays où il y a de la richesse, mais la civilisation, c'est pas avoir des armes et agresser tout le monde. Quant à Erdogan, bon, ben, voilà. Il y a le bon turc et le mauvais turc. Le mauvais turc, c'est l'abruti qui croit qu'il va passer en force partout, quoi. Voilà. Ça, ces primates-là, c'est vite réglé avec eux. Et tous les blaireaux nationalistes qui les suivent et qui critiquent Netanyahou. La différence entre Netanyahou et Erdogan, il n'y en a pas. Hein. Il n'y en a pas. Hein. Si, il y en a une. Erdogan, il fait plus de dégâts que Netanyahou. Hein. Netanyahou, il bombarde le week-end sur des cibles iraniennes et des cibles militaires. C'est des faits, gars. Hein. Moi, voilà, pareil, je défends pas Netanyahou. Je te dis juste ce qu'il fait. Après, il s'en prend aux Palestiniens, c'est encore autre chose. Erdogan, là, c'est 3 millions de personnes prises en otage à cause de ce type. Je n'ai aucun respect pour ce type. Et là, j'ai même envie de l'insulter. Mais en tout cas, moi, je sais une chose, c'est que dans pas longtemps, il va tomber. J'attends juste là, les amis, j'attends juste là de voir la réaction russe. Pour l'instant, les Russes ont interdit à tout avion israélien ou turc d'être sur le sol syrien. Et je pense que moi, que les Russes là, et Poutine, entre autres, je pense qu'ils vont hausser le ton. Comment? Je sais pas. Mais là, Poutine lui explique, je ne veux pas que tu te battes avec les Syriens. Alors soit tu t'entends avec eux, soit tu te casses. Et donc, à l'heure où je te parle, maintenant c'est une délégation turque, il me semble, qui est en Russie. Mais il y aura, soit il y a un accord, soit il y a la guerre. Moi, je suis pour la guerre contre la Turquie. Je suis pour la guerre contre la Turquie. Je suis pour que Erdogan se fasse virer par son peuple. Et je veux que les Turcs voient ce qu'ils ont fait en Syrie. Et je veux aussi, surtout, que les autres, là, les fourbes kurdes, bah, repartent chez eux en. Je vais te montrer les terres historiques kurdes. Les terres historiques kurdes, elles sont pas là, hein, c'est pas le jaune. Hein. Ça n'a jamais été historiquement kurde. Hein. Même le nom des bleds, voilà. Et tout. Les terres historiques kurdes, tu as une partie par là, ouais, effectivement, une petite partie par là. Tu as une partie là, au nord de l'Irak, tu as une partie, c'est vrai. Et l'essentiel, les trois quarts, c'est en Turquie. Donc, les amis des Kurdes, BHL, tous ces amis français, là, des Kurdes, là, eh ben, les Kurdes, c'est un tiers. Voilà, c'est Elazig, Diyarbakir, Simak, Mous, Bingol. Je connais des gens en plus qui venaient de là-bas. J'ai bossé dans l'immigration. Ça, c'est le Kurdistan. Donc, vous faites un Kurdistan là. Voilà, entre la Turquie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie et la Géorgie, et l'Irak et la Syrie. Voilà, et ben, c'est comme ça que moi j'aimerais que l'histoire se finisse. Hein. C'est-à-dire que Turquie, écroulement économique, comme ça vous verrez un petit peu ce que vous avez fait aux Syriens, et puis des troupes étrangères en Turquie,
Tout ça, ce sera par la faute d'Erdogan, hein, parce que finalement, ça va se retourner. Et puis les Kurdes qui finalement revendiquent leur vraie terre, et soutenus par des vrais amis des Kurdes, pas des gens qui veulent essayer d'installer une base comme Netanyahou ou BHL sont larbin. Et puis Erdogan, il saute. Et je pense que si Erdogan il perd la guerre là, mais en même temps quand je vois son électorat, je vois que les gens sont pas très futés quoi. C'est du fier à bras, on dirait des Israéliens quoi. C'est exactement pareil, hein. On dirait les Israéliens du Likoud, hein. Ah ouais, mais oui, comme quoi hein, ils se valent tous hein, les mecs, hein. C'est des fanatiques hein, qui veulent juste un moustachu qui parle fort et qui crie. Le rapport de force il va se faire autrement. Et je finirai en disant que les croisés se sont enlisés contre les Syriens. Les croisés se sont enlisés contre les Syriens jusqu'à qu'ils se mettent à vivre avec eux, tout ça, ça a donné 2 siècles de royaume latin, ce qui donne d'ailleurs les chrétiens maronites et tout, mais même les croisés n'ont pas pu réduire la Syrie. Alors c'est pas une armée de kebab, là, sauce blanche qui va réussir, c'est tout. Voilà. Oui, la Turquie a fait un super effort, a une super armée, mais là on va être dans le combat sale. Là, on va être dans le combat d'Irlandais, là, dans le combat de Bulldog, là où je mords, je crache, je te pique les yeux. Et là, il va pas s'en sortir. Comme on l'a vu à plusieurs reprises. Voilà. Et j'ai vivement d'ailleurs qu'ils s'en prennent à la marine française, parce que je connais, je connais déjà le retour de bâton. Ben, ces pirogues, elles vont pas tenir longtemps. Hein, voilà. Non, parce qu'en ce moment, j'entends, voilà, la France, là, fais gaffe que la France, elle se réveille pas aussi. Non, non, mais je te le dis, parce que quand elle se réveille, ça fait mal, hein. Tu vas avoir le cul rouge. Voilà, j'ai été. Bah, j'ai pas épargné Erdogan, mais bon, c'est une revue de presse et commence à me saouler ce type. Il a tué plus de musulmans que Netanyahou, ce type. Il fait plus de mal au monde musulman que Netanyahou. Et à la fin, tu t'aperçois que c'est le larbin de Trump. Et quand c'est pas le larbin de Trump, il se met avec Poutine et il joue des deux. Et il croit qu'il est malin. Alors que je sais à l'avance que ces gens-là n'attendent que juste qu'il ait qu'un genou à terre pour le défoncer. Et le genou à terre, ça va peut-être être le piège syrien. Puisque s'il s'engage dans une guerre, peut-être que Trump veut le piéger. De toute façon, l'objectif de Trump là-bas, c'est d'emmerder la Syrie, d'emmerder l'Iran, d'emmerder tout le monde. Voilà, tout ce qu'il sait faire, ce type. Voilà, euh, et ça vient. C'est des gens qui ont le vice, qui utilisent le vice, et quand ça les arrange pas, ils viennent te parler de morale, quoi. Voilà donc un petit peu ce qui se passe. Afrin, tout ça, le canton d'Afrin, tout ça, ça sera récupéré, parce que dans le cadre d'une guerre, ça sera récupéré. Voilà, il y a je vais, non, non, mais j'ai failli oublier un truc. Je vous rappelle que ces revues de presse, je les fais sans texte, non pas parce que je vous respecte pas, c'est parce que je veux garder la fraîcheur du truc. Voilà, je ne veux pas te balancer un texte, parce que je sais que si j'écris un texte là, les trois quarts de ce que je viens de te dire, je ne les dirai pas. Je me dirais, ouais, non, je vais peut-être affecter. Là, moi, je suis Franco de port, hein. Je suis pas comme Juan Branco, moi, c'est Juan Franco. Bref, je vous rappelle un petit peu les accords de Sochi. En 2018, les Russes interviennent en permettant des accords entre l'armée turque, les groupes modérés pseudo-syriens qui sont pro-turcs et le gouvernement syrien. L'accord était très simple. Des postes d'observation turcs tout autour de la zone. Ah bon, maintenant ils ne servent plus à rien. Alors attends. Puisque tu vois que la zone, hein, regarde les postes d'observation où ils étaient, regarde maintenant ce qu'il en est de cette zone, hein. Elle a quasiment été réduite de moitié. Des patrouilles communes franco-russes, franco-russe, je dis n'importe quoi, turco-russe. Dans la zone, les Turcs qui disaient avoir la main devaient virer HTC au bout d'un certain nombre de mois, devaient virer les armes lourdes, devaient virer les mortiers, l'artillerie lourde, devaient arrêter, parce que jusque-là, ce qu'on ne te dit pas aussi, devaient arrêter, devaient empêcher les groupes de bombarder d'autres civils. Quand Trump et Macron me disent que Bachar al-Assad massacre des civils, ce sont leurs amis qui bombardent depuis 2 ans les villages autour, les villages loyalistes. Ce sont eux qui bloquent les deux autoroutes. L'accord prévoyait que les deux autoroutes, la M4 et la M5, ne soient pas fermées aux civils, avec des contrôles. Ça a été empêché. Donc les civils syriens, on se demande qui les emmerde vraiment. Voilà. Ces types-là bombardent Alep et bombardent la périphérie, enfin ils sont en périphérie d'Alep, mais bombardent l'ouest d'Alep. C'est comme si on venait de bombarder tous les jours à Marseille. Et si tu répliques, t'as Merkel qui te dit ah, tu vas tuer des Syriens. Alors, on est en plein surréalisme. Et ben maintenant, ils bombarderont plus Alep. Tu vois la partie violette. Il y avait tout un tas d'accords, il y avait 8 points. Les Turcs n'en ont respecté aucun. Et ils ont perdu la main sur la zone. Et à l'heure où je te parle, les Turcs sont alliés avec HTC, le groupe organisation terroriste. C'est pas moi, c'est sur les listes de l'OTAN. Elle est déclarée organisation terroriste. Et ils travaillent avec.
Explique-moi un truc, voilà. HTC qui est donc c'est un mélange d'Annosra, enfin, c'est un mélange de grosse merde. Voilà, je te la fais simple. C'est un mélange de grosse merde, de dégénérés, de diablotins et de ratés qu'il faudrait éliminer. Voilà, c'est beaucoup mieux de le dire comme ça. Pourquoi tu veux que j'emploie des tournures de phrases non mais si, voilà. Les groupes modérés, bah, il n'y a plus rien, il y a Zabi, il n'y a plus rien, il n'y a pas de modéré ici. Modéré ici. C'est quoi modéré? Il te coupe une demi-main, il porte une demi-barbe, il viole une demi-femme. C'est ça, groupe modéré. Faut arrêter de dire des conneries. Ces gens-là, ils sont pour la charia, le chariot. C'est des types qui ont été. T'as des pauvres là-dedans qui ont été indoctrinés. Et t'as des Tchétchènes, des Ouzbeks, tous les Mongoliens là qui ont rien compris, tous les diablotins qui appartiennent à Satan et qui se disent musulmans, ils sont là, voilà, et alimentés. En plus, on va combattre l'Occident. C'est l'Occident qui t'a créé, espèce d'abruti. Va. C'est l'Occident, il te débranche demain, l'Occident. 3 avions t'existent plus, sale merde. Va. Ça se dit musulman, ça passe son temps à égorger des musulmans et attaquer des pays arabes et à détruire le monde arabe. Voilà, parce que ça n'a pas les couilles d'attaquer autre chose. Voilà, les accords Sochi, c'est ça. Ils n'ont rien respecté de ces accords, les Turcs, et ils ont le culot de dire aux Russes, oui, mais vous respectez pas les accords. Mais quels accords? On t'a demandé de virer ces gens, on t'a donné du temps, on t'a dit on va laisser le truc là, on n'avance pas, ça fait 2 ans que ça avance pas, on attaque. Ah, tu respectes rien, voilà. J'ai aucun respect pour Erdogan, hein, qui pour moi est une merde absolue, comme Netanyahou, comme Trump, comme tous ces gens, c'est des merdes. Voilà, je vous le dis comme ça, on est entre nous, c'est mon Patreon. Je n'ai aucun respect pour ces criminels, je n'ai aucun respect pour toutes les larves et les merdes autour. Et moi, je suis pour l'embrasement là. J'espère que la Russie va montrer ses muscles. Parce que si Poutine montre ses muscles, remarque, Erdogan est tellement con qu'il va croire qu'il est en position de force. Si, si. C'est-à-dire que, comme il n'y a pas beaucoup de Russes sur place, il y a des Russes dans la base des mimes, il y a des Russes à l'attaquer, il y a quoi? Il y a 3 4 000 hommes prêts à se battre. Erdogan, lui, il va croire qu'il pourra. Mais les Russes, ils n'aiment pas voir leurs frères mourir aussi. Demain, Poutine peut t'envoyer de quoi faire. Peut t'envoyer. J'ai oublié de dire aussi que Poutine, la flotte russe, elle est aux alentours de. Elle est en Méditerranée Est et elle peut balancer des missiles calibre où elle veut, quand elle veut. C'est-à-dire que si demain les Turcs se mettent à attaquer des patrouilles russes, ils vont se prendre des calibres dans le cul. Et c'est pas avec leur système anti-aérien patriote qu'ils vont s'en sortir. Les calibres, c'est des missiles de croisière, vous connaissez leur efficacité, vous connaissez la précision. Précision qui a bénéficié aux Iraniens, qui ont maintenant une précision décamétrique, et qui commence à bénéficier aux Houthis, qui aussi viennent de remporter une grande bataille face aux Saoudiens. Voilà, bon, je vous ai fait un tour hein, un petit peu. Là, c'est les avancées syriennes, nord-ouest de la Syrie, depuis décembre, depuis le 25 décembre. Regardez ce qui a été pris. La moitié de la province. Voilà. J'en ai fini pour Juan Branco. J'en ai fini pour la Syrie. Et on va faire un petit tour sur Al-Manar. Un avion israélien a... Attends. On va faire un petit tour rapide. Hein. Alors, connexion non protégée, c'est pas grave, je me protège jamais. Le président algérien explique qu'il a saboté la production nationale de blé et de maïs. La colonisation, non? Oui, ben, je comprends et je veux poursuivre. M'en fous, je suis protégé. Hein. Almanar, ressources internet dangereuses. Eh ben c'est bien. Comme ça je me ferai hacker, ce sera pas les Chinois, ce sera les Iraniens. Alors, Saïd Nasrallah qui se met à parler en portugais. C'est quoi ces conneries? Ouais. Bon allez, attends, non, non, mais j'ai envie de rigoler un peu. Attends. On va se faire une petite revue de presse tranquille. Hein. Le président algérien a accusé 2 offices nationaux d'avoir favorisé l'importation de blé et de maïs au profit de lobby et au détriment de la population locale. On le sait, c'est l'Algérie. Hein. Au moins, il n'a pas accusé la colonisation, lui. Ces 2 offices, l'office, voilà. Bah oui, bah c'est l'Algérie, c'est-à-dire, voilà, c'est pareil. Hein. Bon, il y aurait tellement de choses à dire que je préfère m'abstenir, quoi. Voilà, c'est ceux qui sont en charge des affaires de. Non, mais l'Algérie devrait être autosuffisant en blé. L'Algérie devrait être autosuffisant en blé. L'Algérie a les moyens, les ressources, a les capacités, a les compétences techniques pour avoir une agronomie de fou dans le désert. Il y a plein de trucs qui se font. Et dès que les gens essayent de monter des trucs, t'as un type qui les emmerde. Ou t'as un machin qui demande un impôt. Ou t'as l'autre qui, voilà, qui t'emmerde. Je le sais, mon père avait des terres là-bas.
Mon père avait des terres là-bas. Bon, maintenant, il les a revendus. Mon père avait des terres là-bas. Tout ce que tu peux essayer. Mon père connaissait des gens. Moi, je te dis, tout autour de nous, je suis même certain, en tout cas, si tu as de la famille en Algérie, que tu connais des gens comme ça qui ont essayé des trucs sous serre, de l'agronomie, de l'agro-truc. T'as le type, il revient des USA, il a des idées dans la tête. L'autre, bah là, il n'y a pas que les Israéliens qui savent refleurir le désert. Le problème du monde arabe, c'est que c'est ceux qui sont censés les aider qui te bousillent. Et là, on voit, voilà, ils dénoncent quelque chose, c'est que les mecs. Je vais juste te donner un exemple. Un petit peu de la mentalité, hein, parce que le peuple participe à ça aussi, hein, quelque part, des fois. Par exemple, tu as des stocks de café énormes, tu as les mecs, les distributeurs, les négociants, les grossistes qui les cachent, qui te disent il y a pénurie de café, et ils revendent ça au marché noir. Et après, il te dit le président, c'est un voleur, mais toi aussi, tu fais pareil, à tous les niveaux. Donc, au lieu de manifester, déjà, commence par t'éduquer, quoi. Et là, selon lui, l'OAIC et l'ONAB décourageaient toutes les initiatives de production locale de blé et de maïs en exigeant aux agriculteurs de leur livrer leurs marchandises par leurs propres moyens à des centaines de kilomètres. Tu vois, voilà, par ce genre de technique, pour pouvoir importer, ça c'est la décennie 90, et c'est aussi la décennie 2000-2010, hein, avec la famille Bouteflika, c'est on ne crée rien, on importe tout. Ben ouais, parce que on va acheter avec l'argent de l'Algérien, des produits, par exemple à la France, à l'Angleterre, et on va obtenir des rétrocommissions. Et on va les mettre pour nous, et on va les garder pour nous. Comme ça, ma fille, hein, Célal, qui a été condamnée à 15 ans de prison, Premier ministre algérien, sa fille achetait des appartements dans le 7e arrondissement de Paris. Elle était peut-être à la soirée de Juan Branco, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. L'Algérie, c'est un État qui devrait, qui devrait avoir un PIB à la coréenne, à la Corée du Sud. C'est un État qui devrait être riche comme un État européen. Et le problème, c'est qu'il y a l'incurie, absence d'éducation, ça donne des bonobos, ça aussi, hein. Alors là, tout ce qu'ils connaissent de l'Occident, les mecs, c'est le consumérisme. Attention, je te parle en général, parce qu'il y a plein d'Algériens qui disent ça et qui en ont marre. C'est un pays qui, si demain a de vrais dirigeants et qu'on enlève la couche de pourriture là, de 10-20%, s'il repart, c'est la Corée du Sud. Très très vite, en 10 ans, parce qu'il y a beaucoup de compétences. Le problème, c'est que la plupart des bons Algériens se barrent. Ils se barrent pas pour la CAF, ils se barrent parce qu'on leur fait des ponts d'or aux USA, en Angleterre. Il n'y a qu'ici on les accueille pas. Nous, on accueille les pauvres et on n'accueille pas les autres, ils partent ailleurs. Ils partent au Canada ailleurs. Ces gens-là, ils se barrent avec leur argent, ils préfèrent aller vivre aux USA et tenter des trucs aux USA, ils en ont marre des Arabes. Non mais je te le dis, voilà, parce qu'ils ne supportent plus la mentalité des pays arabes. Les mecs sont restés au Moyen Âge. Dès qu'il y en a un qui va avancer, t'en as quatre. C'est un peu comme YouTube, hein. Dès que tu fais des vidéos, t'es attaqué par ce genre de gens parce qu'eux, ils peuvent pas monter, t'sais. Alors il faut qu'ils tirent les autres, ceux qui leur ressemblent vers le bas. C'est le monde arabe. Et ça ne m'étonne pas de lire ça. Voilà, c'est... Durant les 20 années au pouvoir du président déchu Abdelaziz Bouteflika, l'Algérie a dépensé plus de 1000 milliards de dollars, selon les chiffres annoncés par l'ex-premier ministre Ahmed Ouyayaï, actuellement en prison pour des affaires de corruption. Putain, et dont une bonne partie a servi aux opérations d'importation. Ces dernières, à titre d'exemple, sont passées de 9 milliards de dollars à 57 milliards de dollars. Voilà, les importations de blé, ou les importations en tout. Voilà. Voilà la classe politique algérienne. Mais après, qu'on me dise pas que le ménage n'est pas fait, parce que tous ces gens-là, ils sont en train de prendre des 10 ans, des 12 ans et des 15 ans de prison, et ils sont en prison, hein. Voilà. Mais au lieu de manifester, ce serait bien que les Algériens se disent comment éviter de retomber dans ça, quels sont les outils constitutionnels, politiques, les moyens de contrôle, et puis tout passe par l'éducation, c'est tout. Voilà. Il y a tout un peuple aussi à éduquer. Et l'éducation, c'est long. Voilà, c'est ça. Le problème du monde arabe, c'est qu'on a eu soit des moustachus qui te tapaient dessus, soit des arriérés pseudo-musulmans qui étaient en fait des tarés finis, hein, et complètement malades, les mecs. Ils se mariaient avec une gosse de 8 ans. Voilà, non, non, mais si, c'est ça. Voilà. Et on n'a jamais eu au milieu des gens. Si, quand tu as des gens au milieu qui essayent un petit peu de faire avancer les choses, ils se font traiter de harkis, ils se font traiter de larbin des Européens, alors que c'est les gens qui les traitent de larbin des Européens, ce sont des gens qui consomment occidental et qui détestent l'Occident parce qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit eux et que l'Occident a évolué, tu vois, et ils nous traitent nous de larbin de l'Occident, alors que moi je pense que l'Occident, les peuples occidentaux sont une richesse dans le monde et permettent d'élever le monde et il faudrait s'en inspirer. Quand je vois les Algériens s'inspirer, consommer du Facebook, c'est pas Facebook qu'il faut que tu consommes, c'est du Lamartine,
C'est la vision du français moyen ou du frison, par exemple. C'est ça qu'il faut. C'est le côté travailleur des Allemands. Hein, c'est le côté génial du français qui cumule tout. C'est-à-dire le français qui est à la fois latin, qui peut être du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Et c'est pas parler de la colonisation ou autre. Bref, elle est bien sur Revue de Presse. T'as vu, on se parle bien. Hein. Bah, ici, au moment, on peut bien se parler. Puis, je préfère les faire ici que sur YouTube où franchement, bah, t'en as, tu fais des vidéos, ils comprennent pas, ils comprennent même pas la vidéo, quoi. J'ai mis une vidéo en chanson pour expliquer l'affaire Villani. T'en as, est-ce que tu peux m'expliquer? Putain, t'as pas compris, mec. Alors, on regarde une info intéressante ou pas. Désaccord au sein de l'UE. Ouais, je te promets des revues de presse de 10 mois. 10 mois, si le temps te plaît ou pas. Moi, je te promets. Je me force pas là. Je te promets des revues de presse comme ça. Moi, je te balance les trucs comme ça. C'est comme si on était au café. Hein. Voilà, comme si on était au café et on parle franco de port. Juan Franco, Juan Branco de port. Au moins 5 soldats afghans tués par les talibans. Heureusement qu'il y avait une trêve, en dépit de la trêve partielle. Voilà, pauvre Burkina qui connaît le djihadisme et qui, avec sa petite armée, doit résister. Un charnier découvert dans la Ghouta orientale. Ah, on se demande qui a rempli ce charnier. Le président Aoun accompagne le chef du Parlement, Ali Larijani, accompagné d'un... Est-ce qu'il en parle, Alexis Cossette, d'Ali Larijani, qui est l'une des factions aussi? Non, il ne doit même pas savoir qui est Ali Larijani et son frère. Une première citoyenne russe atteinte par le coronavirus. Bon, écoute, il n'y a rien d'intéressant là. Si, là, c'est pas mal. Accord d'échange de prisonniers. Ah, un tornado qui a été abattu. Ah, ils sont trop forts, ces Yéménites. Je pensais pas que le peuple yéménite était aussi valeureux. Non, mais c'est des gens quand même, c'est 50 guerres, ils tombent des avions ah ouais, à la claquette. Tu sais, il lui a balancé à la claquette, il tombe l'avion. Non, mais c'est des types. Comment ils sont. Les forces yéménites, c'est-à-dire l'armée plus Ansarallah, et les mercenaires de la coalition saoudienne ont conclu dimanche le 16 février un accord pour le premier échange de prisonniers de grande envergure depuis le début 2015. Il s'agit d'une étape vers la réalisation de l'engagement, blablabla. Attends, on va aller voir un petit peu Yémen. Voilà, on est à 1 heure là, c'est bien, je pense que c'est un bon format. Tu veux voir des outils qui shot down un tornado, qui abattent un tornado saoudien avec un missile guidé? Ah, les Iraniens ont bien œuvré. Le tornado, c'est l'avion d'avant l'Eurofighter Typhoon. Hein. C'est pas un super avion. Hein. Bah, ils ont dû faire tellement de compromis, les Européens. Bah, lorsque ils ont commencé à tous embrouiller la France avec cette histoire de tornado, les Français ont fait le Mirage 2000. Voilà, ils ont dit, bon, allez vous faire foutre. Lorsqu'ensuite ils ont voulu embrouiller la France avec l'Eurofighter, les Français ont dit, bon, finalement on fait le Rafale. Et là, le SCAF avec l'Allemagne ne se fera pas non plus. Voilà, la France va faire son avion tout seul. Et dans les deux premiers cas, le Mirage 2000 et le Rafale, deux superbes avions, je dis bien deux superbes avions, qui n'ont rien à envier au F-16, qui n'ont rien à envier au F-15, qui n'ont rien à envier à aucun avion. Honnêtement, hein, je le dis, je fais pas le chauvin. C'est, et je pense que le SCAF qui ne sera plus le SCAF, hein, parce qu'avec les Allemands, de toute façon, on sait très bien que les Allemands sont des rivaux, n'aiment pas tout ce qui est français, n'achètent pas français, et ils sont prêts à aller chez le cul aux Américains pour pas acheter français. Après, on va nous parler de l'Europe de la défense. Je vais un petit peu regarder les positions. Voilà, donc le centre du Yémen, ouais, parce que ça avance là. Attends un petit peu. Situation 11 février, 12 février. Euh, on va revenir sur cette carte. La province de Maraïb qui est en train de tomber petit à petit. On est à peu près là. Hein. Je te montrerai. Attends, écoute, je vais essayer de te trouver une carte du Yémen. À la Marib, au centre là, tu vois.
Select région. Hop. Sanaa. Voilà, c'est cette province-là. Il y a encore peu, ils étaient là à peu près, les Saoudiens. Là, ils sont à peu près là maintenant. Ils reculent. Et là, c'est du désert, hein, donc voilà. Donc en fait, ils vont juste les sortir de zone. Là, ben, on l'a vu l'autre fois. Taïz, Moka, Aden. Bon, ok. Il y a pas grand-chose à dire. L'Ukraine, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose à dire. J'aurais aimé quand même avoir des... On va se faire une petite vidéo. Outil. Voilà. Tu veux voir ce que c'est que... Alors, est-ce que c'est un missile anti-char? Moi, je pense que ça, c'est un missile anti-char. De type TOW, téléguidé. Putain, mais c'est quoi ces trucs-là? Ah oui, bon, bref. Je traduis pas. Hein. Bon, ça te donne une idée à peu près. Enfin, les combats, voilà. C'est intéressant ça. Regarde bien parce que... Regarde bien les combats. Regarde bien comment... la véracité des combats. Oh, ça sent le missile. قال لهم سكت العدوان يحرضون أفرادهم لكي يستعيدون المواقع التي تم السيطرة عليها من قبل أبطال الجيش الشعبية ولكن والله هيهات لهم ذلك ما دمنا فيها. Non, situation de combat réel. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il va se faire dégommer. C'est des Saoudiens, ça. Avec son véhicule blindé. Les autres en face ont pas du super armement, t'as vu, hein? Voilà, avec son véhicule. Mais il se replie. Vas-y, nique le mou. Avec leur véhicule blindé. Gars en face. Écoute, c'est du coup par coup, les tirs. Et là, c'est pour organiser une boule de feu, s'ils sont groupés comme ça. Voilà, casse-toi. Dommage qu'il n'y ait pas de petit lance-roquette, là. Et il s'enfuit, là. Voilà. Bon, il s'est approché un peu. حاولوا مسكت العدوان يذوب الفرار عندما لقوا صفعات قوية وقتلى وجرحى بصفهم وإحراق آليتهم في جبهة العقبة. يصحبون آلياتهم ويلوذون بالفرار بعد سيطرة المجاهدين. Regarde, ils sont cons en plus, à 3 groupés comme ça, c'est n'importe quoi, il n'y a même pas d'intervalle de sécurité. Apparemment, il est blessé. Je vous montre des trucs qu'on vous montre pas à la télé. Voilà. Et apparemment, il n'y aura plus de problème de taxe d'habitation. Ah si, ah, il est juste blessé, d'accord. Il fait flipper. J'ai cru qu'il était mort. Ça, c'est les blessures. Hein. Mitrailleuse. Ça fait du dégât sur les deux. يا ربي لك الحمد على حفظك وعونك للمجاهدين. Montrer un véhicule chaud. Pardon. Je veux juste vous montrer un véhicule shooté. Hein. Ils ont capturé, regarde, 2500 km² entre Sanaa et Marib. À la suite d'une offensive. Je vous en avais déjà parlé. Bref.
كثير. Alors, c'est pas très grave ce ralentissement. Je veux juste vous montrer un véhicule qui saute, sinon c'est pas grave. Pourquoi je vous ai demandé de voir ça un petit peu? Parce qu'à un moment donné, je vais vous montrer aussi une chaîne. La prochaine fois, je vous montrerai une chaîne de djihadistes qui ne se montre pas comme telle, c'est Syrian Watch. Et tu vas voir. Attends, excusez-moi. Il y a un petit décalage, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, voilà, c'est bien. Je vous montrerai une chaîne, je vous montrerai des images d'une chaîne de djihadistes, je vous montrerai comment ils sont filmés, comment ils combattent, et vous allez voir que c'est de la mise en scène et du show. Là, vous avez assisté à de vrais combats. Et ouais, c'est ça les vrais combats, on dirait que tu regardes des voitures passer sur l'autoroute, t'entends des petits bruits, mais la mort elle est à côté de toi. C'est pas des combats de haute intensité, mais voilà. Ça c'est les prises. C'est les prises. Donc les véhicules qu'ils ont pris. Voilà. Voilà, bon Chico, maintenant tu te tais. Voilà, pour vous te montrer un petit peu, qu'est-ce que je pourrais te montrer d'autre? La Libye, ça bouge pas, hein, de toute façon. De toute façon, la Libye, c'est simple. Alors, l'OTAN s'est installée. L'OTAN ne veut pas que la Libye et la Syrie retrouvent la paix. Donc l'OTAN a commencé à faire pression, ils sont passés par la Tunisie, ils ne veulent pas, ils veulent entretenir le chaos en Libye et en Syrie. C'est ça le véritable objectif. C'est maintenir le chaos pour se rendre indispensable ensuite, créer le chaos pour le maintenir ensuite. En agissant par le biais de proxy, de petites mains, en mettant tous les fusibles qu'il faut, mais malgré ça, on commence à se rendre compte que ça, voilà, ça c'est ce que tu vois là, c'est pas un manpad, ça c'est un lance-roquette. Oh, est-ce qu'il est filoguidé ou pas? Je sais pas, mais ça c'est un lance-roquette. Je vais pas te dire que c'est un javelin parce que c'est pas possible que les outils aient des javelins, mais à moins ils aient pris. Attends, ouais. Non, c'est pas un javelin. Mais ça te permet d'abattre des véhicules blindés. Et c'est philo-guidé, c'est pas un lance-roquette classique qui d'ailleurs maintenant n'est malheureusement pas efficace contre tout un tas de blindages, hein, avec les protections de blindage, les défenses passives, etc. etc. Faudrait qu'un jour je te fasse une vidéo sur ça, sur les blindages de chars, les angulations, les défenses passives, les doubles blindages, qui font que maintenant tu peux balancer une roquette, ça lui fait plus rien. Par contre, si tu lances un missile comme ça, qui rentre, qui perfore avec la chaleur, qui perfore, qui rentre, qui explose à l'intérieur, là ça fait du dégât et ça détruit des véhicules. En plus c'est marrant, tu vois juste un petit trou alors qu'à l'intérieur c'est monté à 2000 degrés. Ouais, c'est ça. Et il y a des missiles anti-chars, ça rentre, tu as un petit trou, mais à l'intérieur la température est montée à 2000 degrés, c'est-à-dire que les 3 ou 4 personnes qui sont dans le char, c'est fini, c'est même plus des merguez, c'est plus rien. C'est même plus des cendres. Voilà, est-ce que je t'ai tout dit? Eh ben, on va poursuivre encore un peu. Je vais juste commencer à enlever un peu des... Parce que là, je comprends pas pourquoi ça bloque. Ça ralentit comme ça. Donc voilà, donc on est allé du côté du Yémen. Et là, on va aller... C'est un site qui s'est pas mal appauvri depuis un an. Hein. Bon, c'est l'arrivée aussi de beaucoup de gens qui ont fait que tu as tous les bonobos de tous les camps qui viennent pour s'affronter. Tu as les faux trolls qu'invente Laurent Lagneau, les faux trolls turcs ou les autres faux trolls. Ça, c'est le jeu des administrateurs de forums. Hein. Mais apparemment, ils sont un peu cons. Les gens, ils se rendent pas compte que le gars crée des faux trolls pour entretenir son forum. Barkhane, un sous-officier du 54e régiment de transport découvert mort à son campement. Oh, ça sent le suicide, ça. Malheureusement. Hein. On va voir. Hein. Ou alors une mort naturelle. Hein. Bah, paix à son âme. Hein. Moi, je ne veux pas des gens comme lui. Parce que lui, je suis persuadé je suis persuadé que ce genre de type-là va dans le cadre de l'opération Barkhane, au Mali en croyant véritablement lutter contre des terroristes et protéger le Mali et la France. Moi, je pense que les militaires là qui sont là, comme lui, paix à son âme, sont des gens sincères. Ils sont juste abusés. Quand tu as été militaire, il y a une manière de penser, il y a une manière de voir les choses et tout, mais je ne pense pas que ce type-là se soit engagé pour aller faire avancer le nouvel ordre mondial. Je pense qu'il s'est engagé pour défendre son pays et pour lutter contre les terroristes, avec peut-être en arrière-pensée le Bataclan, Nice,
Tu vois, certaines petites choses qui motivent. Donc paix à son âme. C'est dommage quand même d'user des ressources françaises et de voir la jeunesse, parce qu'il est jeune, hein, il n'a pas l'air vieux. Il le dit, ce jeune sous-officier, de voir des gens de cette valeur, parce qu'ils ont une valeur dans des combats aussi pourris, et combattent en fait le véritable adversaire de la France. Et c'est dommage, mais c'est compliqué de leur faire comprendre. Voilà. Voilà, donc ça. Après, bon, je vais vous épargner le forum, parce que bon, voilà. Soit on va lire des banalités, soit on va lire des trucs racistes encore. Ouais, c'est un forum qui devient de plus en plus raciste avec des mecs qui sortent du 19e siècle et les Arabes, et enfin bon, bref. Dissuasion, l'Allemagne reçoit l'offre de dialogue stratégique proposée par Macron avec scepticisme. Mais les Allemands veulent être protégés, gratuits. Et ils n'aiment pas la France. Ils veulent le parapluie américain. Ils sont prêts à toutes les compromissions. Ils sont, dans leur tête, ils sont colonisés par les Américains. Tout ce qui est américain, j'ai vécu 2 ans en Allemagne. Tout ce qui est américain, chez eux, c'est beau, c'est bien, c'est les Amériques qui nous ont sauvés, tout ça, tout ça. Macron, personne ne t'aime. Et personne n'aime la France en Europe. Pour l'Allemagne et l'Angleterre, la France, c'est l'empêcheur de tourner en rond. C'est la grande puissance continentale qui ne doit pas être là. Ça fait 3, 4 siècles qu'il y a de la bagarre. Et Macron va leur proposer un parapluie nucléaire. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? On n'en veut pas de ton parapluie nucléaire, ou alors tu nous le donnes gratuit, on a la clé. Et Macron, s'il fait ça, il sait qu'il saute. Parce que si tu donnes le parapluie nucléaire français et si tu donnes les clés, les codes, et que tu partages ta maîtrise du nucléaire français, qui est l'outil de dissuasion encore crédible pour nous, hein, vu la petitesse de notre armée, si tu l'offres aux Allemands qui ne t'aiment pas pour faire une pseudo-défense européenne, t'as vendu la France. Et eux, ils s'en foutent. Je n'arrive pas à comprendre cette vision. Ça fait 5 siècles. Les Allemands et les Anglais ne veulent pas de la France. Le véritable combat en Europe, il est contre l'Angleterre et l'Allemagne. Et leurs larbins, les pays du Nord. On nous parle de l'Europe, ils ne sont pas capables d'acheter. Ils feraient tout pour ne pas acheter français. Les Allemands, bah écoute, l'Europe, pourquoi les Allemands vont acheter des F-18? Parce qu'on achète à nos amis américains, parce qu'ils vont nous protéger. C'est vrai, hein, c'est vrai qu'il y a le parapluie américain. C'est vrai que l'Amérique est beaucoup plus dissuasive pour les pays de l'Est à l'encontre de l'URSS que la France. Donc déjà, tu te ridiculises en proposant quelque chose que tu ne peux pas donner, quelque chose qu'ils ne veulent pas, et tu n'as pas compris que c'était eux l'ennemi. Économiquement. Et que les Allemands, en plus, étaient des gros parasites qui jouent les babacools hippies alors que leurs services de renseignement travaillent et ont toujours travaillé pour les Américains. On le voit avec Crypto AG, on le voit à chaque fois. Derrière, tu as toujours le BND allemand, les réseaux Gehlen, comme on les appelait avant. Et pourquoi perdre ton temps? La seule crédibilité qu'il y a en Europe, la seule politique crédible pour la France, c'est une union latine. Voilà, c'est tout. C'est l'union latine. Tu t'allies avec la Grèce, le Portugal, l'Espagne, l'Italie. Tu fais un deal avec les pays du Maghreb pour ton approvisionnement énergétique. Et là, tu es indépendant. Tu veux du pétrole et du gaz, il y a l'Algérie. Tu veux d'autres ressources. Voilà, on parle d'affaires. Hein. Tu crées une union latine. Dans un premier temps. Et tu crées 2 grosses unions. L'union latine, une sorte d'Europe des latins. Voilà, où les gens circulent, tu vois, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Grecs, éventuellement tu peux rajouter les Belges et les Suisses aussi, hein, peuvent circuler librement, tout ça et tout, voilà, comme l'Union Européenne. Et après tu crées une sorte de grand accord qui englobe cette union, un grand accord économique, avec une sorte de grande union, où il y aurait des accords avec le Maghreb, économiques, de frontières, de transit, de machin, et tu dis merde à l'Angleterre, et tu dis merde à l'Allemagne. Et les pays de l'Est qui sont là, eux, et qui ont aussi leur politique, les pays de l'Est, c'est vrai, des fois je les accable, mais eux, ils sont là et ils n'ont pas confiance en la France. Pour eux, nous sommes des nains et nous ne sommes pas fiables. Pour eux, en face, il y a l'ogre russe qui les saoule depuis des siècles, et eux-mêmes l'ont saoulé pendant des siècles. Hein. Les Polonais aussi ont souvent attaqué les Russes. Et pour eux, il faut juste qu'il y ait l'Amérique derrière eux. Je les comprends. Les Polonais, les Hongrois nous traitent de pédés, nous méprisent. Pensent que les Français sont des lopettes. Et s'ils sont avec nous, c'est juste pour gratter l'argent du Français. Tout le monde le sait. Et ils ont raison de le faire. Ils sont là, l'Europe, vous voulez de nous, d'accord. Vous voulez nous donner de l'argent, d'accord. Mais on achète ce qu'on veut. Ok, on achète américain.
Les F-35, c'est pas bien, ouais, mais on s'en fout. En fait, on verse le piso pour que Trump nous protège. On sait que c'est de la merde, ces avions. Même les Israéliens n'en veulent pas, ils les mettent dans le garage. Ils les achètent juste parce que, voilà, il faut payer le piso à Trump, voilà, parce que Trump a décidé de te racketter. Encore une fois, je reviens à Trump. Si Trump te dit Make America Great Again, ou un truc comme ça, ouais, Make Great Again, ou, enfin bon. Make America Great Again. Oui, tout le monde. Mais si tout le monde fait pareil, on revient aux politiques nationalistes des années 30 où les gens s'affrontent. Je crois que vous n'avez pas bien compris que si. Il y a deux manières de penser à son pays. Il y a, tu veux renforcer ton pays, mais tu favorises quand même les coopérations internationales parce que ton pays en profite. Ou alors tu te comportes comme un gangster, tu casses tous les contrats, tu casses tout en disant je suis le plus fort, je veux tout renégocier, je veux que tout aille à mon peuple. En plus, c'est pas vrai parce qu'on sait que c'est une marionnette ce type. Maintenant, tout le monde se rend compte que c'est juste une marionnette qu'on nous a vendue pour nous anesthésier. De nous faire croire encore qu'un sauveur allait arriver jusqu'au prochain sauveur, jusqu'à la prochaine déception. La politique de Trump, elle ne protège pas le peuple américain. C'est une politique de gros bras à court terme. Parce que il s'est fait plus d'ennemis, et encore que les gens, bon, savent que c'est Trump et que c'est pas l'Amérique, mais avec Trump, l'Amérique s'est fait plus d'ennemis que d'amis. Et l'intérêt des Américains, il n'est pas. Ben attends, l'intérêt des Américains, c'est pas spécialement de racketter d'autres pays, c'est faire en sorte d'apporter de la crédibilité à leur monnaie, le dollar. Parce que si demain il y a dédollarisation, c'est le peuple américain qui tombe. Si demain Trump chauffe trop de gens, et c'est en train de se faire, petit à petit, même les plus laqués des larbins européens commencent à se dire attends, est-ce qu'on peut se passer des USA? Parce que là, ça devient très coûteux et ça devient très gênant pour ce qu'ils nous apportent, ou plutôt pour ce qu'ils ne nous apportent pas. On a l'impression que c'est des types qui nous bolossent, quoi. Tous les gouvernements européens sont allés faire de la lèche à l'ogre et au monstre américain croyant être épargnés, et ils se retrouvent être à côté d'un type qui, finalement, pour taper, tape les gens qui sont à côté de lui. Parce qu'il ne fait pas trop de mal aux Russes. Il fait plus de mal aux Européens. Il vient de les menacer avec Huawei. Voilà, vous n'avez pas le droit de donner une licence à Huawei. Une licence 5G. Si vous lui donnez une licence 5G, on va vous sanctionner. Si vous faites des affaires avec lui, on vous sanctionne. Donc c'est simple. Moi je ne suis pas sorti de Sciences Po. Hein. Mais moi, je te dis juste un truc. Quand tu étudies l'histoire, tu comprends la politique et tu comprends la réalité. La France n'est pas faite pour aller jouer le zazou avec d'autres Européens à moitié larbins et veulent. La France, elle est faite pour faire son truc. C'est le vilain petit canard de l'Europe, peut-être, mais c'est celui qui fait ses trucs et après tout le monde le suit. Ou tout le monde l'envie. La France doit impulser, doit être indépendante. Et la France est dominante. C'est pas un État dominé. C'est pas le Liechtenstein. C'est pas, je sais pas, c'est pas un petit pays qui est obligé de. Donc voilà, proposer des offres aux Allemands qui ne peuvent pas nous blairer, qui nous voient comme des rivaux et qui nous verront toujours comme des rivaux. Hein, de toute façon, et qui méprisent de toute façon la France, comme ils méprisent les pays du Sud, parce qu'ils se croient supérieurs au reste de la Terre. Il faut leur rappeler qu'ils sortent de la forêt quand même, les mecs. Hein, et puis bon, c'est pas une raison hein, pour nous. Voilà, proposer une alliance à l'Allemagne et à l'Angleterre, c'est comme le policier propose une alliance aux gangsters qu'il essaye d'arrêter. Je sais pas, je comprends pas. C'était rivaux. C'était rivaux. Au mieux, tu restes en paix, tu fais des affaires avec eux, mais tu fais gaffe à tes intérêts. Nous, on a dépecé notre outil industriel moitié aux trois quarts avec les Américains et un peu avec les Allemands. On bosse avec eux, Airbus. C'est quoi cette histoire? Tout l'argent qu'on a piqué aux Saoudiens, on aurait pu l'utiliser pour être indépendant. On ne doit pas travailler avec ces gens. On n'a pas besoin de l'Allemagne pour faire un avion. On n'a pas besoin de l'Allemagne pour faire un char. On n'a pas besoin de l'Allemagne. Eux, ils travaillent avec la France, l'Angleterre et l'Allemagne parce qu'eux, ils n'ont pas les compétences pour certaines choses, certains moteurs, certains trucs. Alors ils viennent et puis ils savent qu'il y a l'argent, machin. Mais pourquoi tu veux bosser avec ces pays? Quant à l'Espagne qui se joint au SCAF par exemple, bah, tu lui demandes déjà qu'est-ce qu'elle va apporter. De l'argent uniquement, ok. Mais il faut que... L'avenir de la France, il est à l'est, au sud, pour rééquilibrer avec le nord et l'ouest. J'ai bien dit pour rééquilibrer. Hein. Ça sert à rien non plus d'être tenu. T'as peur de quoi? Tu récupères ton or, tu commences à renégocier des traités, tu fais un Frexit. Mais avant ça, il faut le préparer le Frexit. Hein. Ça se fait pas comme ça. Il faut récupérer les avoirs, il faut éviter tout un tas de choses. Et puis il faut sécuriser tout un tas d'approvisionnements. Hein. Ça se fait pas comme ça. Si demain tu as la communauté internationale, à savoir les USA et leurs amis qui te sanctionnent,
T'as plus de pétrole qui rentre, t'as plus d'approvisionnement, c'est le bordel en France. Ça se fait pas comme ça. Pour ceux qui disent oui, le Frexit, là, faut sortir d'un coup. Ouais, ben tu sors d'un coup, ben tout ton or qui est en Angleterre, en Allemagne et aux USA, t'en as plus. T'as plus d'argent, t'as plus d'emprunt, t'as plus de prêt, t'as plus rien. Tu peux pas vivre. Donc il faut préparer ça. Mais il faut le préparer intelligemment, parce que si tu commences à le préparer en cachette, ils vont le savoir. Il faut le préparer d'une certaine manière. Et ensuite, il faut rééquilibrer cette politique à deux balles et faire une politique sud et est. Est, c'est tu t'appuies sur la Russie. Tout en restant indépendant. Il faut travailler avec les Russes, il faut travailler avec les pays du Sud, et il faut faire une union latine. C'est mon point de vue, et vous verrez que ça tient largement plus la route que des alliances contre nature, des alliances incestueuses entre frères ennemis. Voilà, écoute, je t'ai fait 1h20 de revue de presse, j'ai essayé d'être le plus honnête possible, j'ai essayé d'évoquer un petit peu les sujets qui bougent. Je ne t'ai pas parlé de l'Ukraine, je ne t'ai pas parlé de tout un tas de sujets. Je peux te faire des revues de presse aussi comme ça pour la politique intérieure, mais bon, les analyses seront beaucoup moins poussées, je préfère réserver ça à Los Locos. En tout cas, là, moi je te présente une analyse avec un ton franco de port, ou plutôt branco de port. Tout commentaire est bienvenu. Si vous avez des idées de vidéos, communiquez-les-moi. La vidéo radar, elle est en montage. Je vous remercie toutes et tous. Puis on va... Là, cette semaine, ça va être les vidéos Patreon cette semaine surtout. Même si je continue quand même à mettre des vidéos sur Los Locos. Mais cette semaine, entre cette vidéo, la vidéo des radars et je pense une troisième, il y aura de quoi faire sur Patreon. Je vous remercie toutes et tous de me suivre. N'hésitez pas à faire la pub. Moi, ça m'arrange un site comme ça. Parce que le jour où ce site est viable, c'est-à-dire le jour où j'ai suffisamment de personnes pour pouvoir en vivre à mi-temps de ce site, j'ai des idées pour l'améliorer, j'ai des idées pour faire des vidéos, j'ai des gens, il y a tout un tas d'idées. Là, j'attends de voir un petit peu, là, je vous raconte ma vie un peu, mais j'attends de voir si Patreon me permet de dégager une certaine somme qui me permet de vivre, je vais pouvoir bouger dans d'autres régions et voir des gens un peu pointus, avoir des interviews, changer aussi de format et monter d'un cran au niveau des vidéos, pour ce qui est des vidéos, monter d'un cran pour ce qui est du montage et faire d'autres sujets, tu vois, parce que je connais beaucoup de monde et c'est des gens qu'il faut que je réactive parce que mon carnet d'adresses, je l'ai laissé en suspens et tu as des gens de partout qui pourraient même témoigner anonymement, qui pourraient apporter quelque chose. Voilà. Mais pour ça, il faut que ce site grandisse un petit peu et qu'on soit un peu plus nombreux, d'autant que j'ai pas l'impression d'abuser, ça demande beaucoup de boulot et je pense pas que ça soit très prohibitif, quoi. Pour le boulot fourni, j'essaye d'être honnête aussi. Mais je suis pas là pour gratter, je suis pas là pour faire de l'argent sur YouTube. Je suis juste là pour dire qu'il y a beaucoup de travail et j'aimerais vivre de ce que je fais là. Comme ça, je pourrais faire largement mieux. Parce que les amis, là, je suis à 5%, 5-10% de ce que je peux vous proposer. Voilà. Si on est, je sais pas, 200, 300, c'est possible, hein. Avec la pub, donc si vous voulez faire de la pub de mon Patreon sur YouTube, n'hésitez pas. Si vous voulez faire de la pub de mon Patreon sur vos Facebook ou vos réseaux sociaux, n'hésitez pas. Je vous force pas, mais le jour où on sera un peu plus nombreux, et donc je n'aurai plus à aller vendre des fringues et acheter des lots de fringues et courir à droite à gauche dans la ville pour gagner honnêtement ma vie, mais plutôt me consacrer à ça et à l'écriture. Là, je pourrais commencer à bouger, je pourrais commencer à aller voir d'anciens militaires, d'anciens types qui travaillent dans certains trucs, d'anciens machins, et je pourrais commencer à lancer des trucs intéressants. Je peux même lancer des vidéos sur des sports de combat, repartir faire la tournée des clubs que je connais. Voilà, il y a tout un tas de choses. Sur ce, portez-vous bien. Je vous remercie toutes et tous. Je lis vos commentaires. Et puis voilà. Allez, à la revoyure. La bise à toutes et à tous.